Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, le lancement officiel de la phase d'exploitation de la mine d'or de Bissagol dans la province du BAM. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Béon-Luc Adolphe Tiao. La 7e rentrée RTB, c'est pour demain vendredi. Les préparatifs vont bon train pour le bon déroulement de la manifestation. Dans cette édition, il sera aussi question de la situation qui prévaut au Mali voisin. Pendant que les combats au sol font rage, les islamistes s'en prennent à des ressortissants européens en Algérie. Le Premier ministre a procédé ce matin au lancement des activités d'exploitation de la mine d'or de la société Bissagol située à Sampsé dans la province du BAM. Les réserves sont estimées à plus de 150 tonnes qui vont être exploitées pendant 7 ans avec des retombées de plus de 55 milliards de francs CFA pour l'État. Le compte rendu de la cérémonie avec Adama Koulibaly. 14 kg, c'est le poids du tout premier lingot d'or sorti officiellement de la chaîne de production du gisement aurifère de Bissa. Avec l'entrée en production de cette 7e grande mine et la 2e pour le groupe Norgold après Taparco, on peut donc dire que le Burkina est résolument dans le boom minier avec surtout beaucoup d'attentes. Nous souhaitons que cette mine d'abord contribue à la prospérité du Burkina Faso à travers les retombées économiques que l'État peut engranger, mais aussi surtout que les populations riveraines de Bissa, de Sampsé vont engranger. Parce que c'est ce que nous avons souhaité et nous avons constaté que effectivement Bissagol a déjà pris en compte la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques. Et pour ces réalisations socio-économiques, Norgold est déjà sur les rails à travers sa filiale Bissagol qui exploite ce site. Sur les 130 milliards de francs CFA, soit le coût des différents investissements sur les 2 ans qu'a duré la construction, une partie a été consacrée à la réalisation de logements, d'écoles, de dispensaires et bien d'autres lieux de culte au profit des populations riveraines. C'est la 2e mine que nous exploitons au niveau du Burkina Faso et nous espérons que nos activités vont bénéficier à l'ensemble des populations, au gouvernement et également à notre société. Les bénéfices que nous pouvons attendre, c'est en termes d'emploi, en termes d'impôts que nous allons reverser au niveau de l'État. Les retombées sont certes nationales, mais la commune de Sampsé et la région du Centre-Nord, première bénéficiaire avec 30% du personnel employé, espèrent encore plus. C'est un pas en avant de mon point de vue au niveau de l'amélioration de la qualité de vie de la population. Nous attendons surtout l'emploi de notre jeunesse. C'est le problème aujourd'hui que nous avons. Et aussi la réinsertion des populations déplacées. Estimé à 7 ans, la durée de l'exploitation pourrait être rallongée à 10 avec des recettes de l'ordre de plus de 55 milliards de francs CFA. Et depuis donc ce 17 janvier, les machines sont à l'œuvre pour extraire le métal précieux des entrailles de Sanamtenga, la contrée de l'or. Et puis, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la mine de zinc de Perquois, placée sous le haut patronat de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées sur le site d'exploitation de la dite mine, située dans la commune de Réau, province du Sanguier, région du Centre-Ouest, le samedi 19 janvier 2013 à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yougoubaré, commandeur de l'ordre national. La 7e rentrée RTB, c'est pour demain vendredi et les préparatifs vont bon train. Les agents sont tous mobilisés et motivés pour l'entrée en service de la nouvelle chaîne de télévision au cœur de cette rentrée télévisée. Le point avec Aboubakar Sagnon. Sur l'écran de ce poste téléviseur, les images en direct de la RTB2 Centre. Les programmes de la chaîne ne sont pas officiellement lancés. Il s'agit d'un essai pour les journalistes et les techniciens de ce nouveau média de proximité. Encore à l'école, avant leur baptême de feu, prévu pour le 20 janvier, ils reçoivent les conseils et les instructions de leurs devanciers, pétris d'expérience. Il s'agit de régler les derniers détails pour la présentation en direct du journal télévisé. Côté diffusion, tout est également fin prêt. Ce technicien fixe le parabole qui permettra de faire la liaison avec le centre émetteur situé à Camboinsin. La RTB2 Centre est faite d'une composante radio et d'une composante télé. La RTB2 radio va émettre en modulation de fréquence
communément appelée la FM. Et pour avoir donc les émissions émises à partir de la radio RTB2 Centre, il faudra donc capter la fréquence de 96,6 MHz. Donc à ce niveau-là, vous avez les émissions de la RTB2 radio. Et naturellement, vous allez sentir qu'effectivement, il y a un niveau sonore assez élevé et en tout cas avec une audition beaucoup plus confortable. Pour recevoir la télévision RTB2 Centre, il faudrait se munir d'une antenne UHF. C'est un peu le type d'antenne que les télévisions privées utilisent. Mais aussi, il faudrait pouvoir l'orienter dans la direction de Cambouensé. La fréquence qui permet donc de recevoir la RTB2 télévision, c'est bien la 535,25 MHz. Lorsque les populations vont lancer la recherche automatique, après avoir orienté leur antenne, cette recherche automatique va aller se caler sur la position de 535,25. Ils vont voir de nouvelles images qu'ils n'ont pas encore, en tout cas, vues sur les postes récepteurs. C'est bien écrit là-dessus, RTB2 Centre. 75% des programmes de la nouvelle chaîne seront diffusés en langue nationale, notamment en moré. En théorie, toutes les localités situées à 80 km à la ronde de Ouagadougou recevront les images de la RTB2 Centre. Établir un climat de confiance pour une bonne collaboration, c'est ce qui a amené le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale à rencontrer ce matin les représentants des syndicats de notre pays. Une rencontre qui s'est déroulée à la Bourse du Travail sous un climat bon enfant. Claudine Bikaba. Une rencontre sur fond de climat de confiance et de dialogue entre le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale avec les différents syndicats qu'il considère comme une prise de contact. Il a donc à cet effet présenté ses meilleurs vœux à l'ensemble des travailleurs de la fonction publique à travers ses représentants des structures syndicales au Burkina. Il a aussi exprimé l'engagement et la disponibilité du gouvernement à travailler avec eux pour bâtir le Burkina. C'était l'occasion de leur réaffirmer la disponibilité du gouvernement à reprendre le plus vite possible la concertation dans le cadre du dialogue gouvernement-syndicat. Dont la dernière session avait commencé le 18 janvier dernier et qui doit reprendre au courant de ce mois, sinon plus tard en début février. Les représentants des syndicats ont émis le vœu de voir leurs attentes comblées. Ce qui était en instance, c'était la construction de la bourse du travail de Ouagadougou et de Bobo, et puis les 11 autres régions. Ça avait été accepté par le Conseil des ministres. Notre deuxième préoccupation, c'est le problème des retraités. Parce que nous, on avait demandé au gouvernement les 2% d'indemnité pour les travailleurs qui sont à la retraite et ceux qui ne sont pas en retraite. Nos attentes, c'est que déjà les acquis précédents soient sauvés, sauvegardés, et ensuite que cela puisse être amélioré suite à toutes les revendications que nous avons encore sur la table du gouvernement. Le ministre Vincent Zakané veut que le dialogue et la concertation soient les éléments clés de leur collaboration et entend poursuivre dans le même sens que son prédécesseur pour de meilleures conditions de travail et de rendement. Il a aussi visité les locaux de la Bourse du Travail qui sont dans un état défectueux. Le programme spécial création d'emplois pour les jeunes et les femmes a fait le bilan des activités menées une année après son lancement. En toile de fond, les difficultés rencontrées et les perspectives pour mieux réussir l'opération. Daniel Kambou. Cet atelier regroupe les cadres des structures centrales rattachées et déconcentrées du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ils sont les acteurs directs de mise en œuvre de ce programme. Un an après son démarrage effectif, le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes connaît déjà des résultats. Nous avons procédé à la mise en œuvre de jeunes en position de stage et de stage de pré-emploi à travers l'ensemble du territoire national. Il faut savoir que nous avons formé des jeunes à l'entrepreneuriat à travers le PSE. Il faut savoir également que nous avons placé des jeunes
dans le système du volontariat national. La situation de l'emploi au Burkina est globale et concerne l'ensemble des 13 régions. Le taux de sous-emploi en milieu rural atteint les 26%, tandis que l'emploi informel en milieu urbain absorbe les 70% de la population active. C'est pour répondre à cette situation que des actions sont entreprises à travers ce programme, actions dont les résultats sont déjà remarquables à Bobo Dioulasso. Nous avons dépassé largement les quotas qui avaient été fixés dès le départ. Initialement, on devait atteindre environ 1500 stagiaires en initiation à la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500, exactement 1518. Pour ce qui concerne le stage de pré-emploi, on avait un quota initial de 100 à atteindre et aujourd'hui nous sommes à plus de 300, exactement 324. Le programme spécial de création d'emplois couvre la période 2012-2014. Cet atelier va permettre donc de dégager les difficultés un an après son démarrage afin de trouver des solutions. Les jeunes, la cible principale, n'avaient pas toute l'information nécessaire. Donc nous avons, avec l'accompagnement de la presse, donc essayé de donner l'information au maximum de jeunes. Et c'est un travail qui se poursuit actuellement sur le terrain. La deuxième contrainte que nous avons aussi eue, c'était que l'accompagnement du secteur privé. Vous savez qu'au Burkina, le secteur privé crée énormément d'emplois. Donc il fallait qu'on puisse avoir l'accompagnement essentiel pour pouvoir créer beaucoup d'emplois. Le secteur privé nous a certes accompagnés, mais au regard des besoins que nous avons exprimés dans le programme, l'accompagnement reste à renforcer. À terme, ce programme permettra chaque année de générer environ 55 000 emplois, de créer 10 000 occupations et de former plus de 45 000 jeunes diplômés et ruraux. Son coût annuel est estimé à environ 11 milliards de francs CFA. La recherche scientifique et technologique au service du développement du Burkina Faso, une vision à l'origine de projets comme la valorisation des résultats de la recherche. Un projet soutenu du reste par le Centre de recherche pour le développement international. Le directeur régional pour l'Afrique subsaharienne est en visite à Ouagadougou et s'est dit satisfait des résultats obtenus. Jacques Lamissa Tarpaga. Les résultats de la recherche scientifique, des inventions et des innovations technologiques sont de plus en plus connus et utilisés par les Burkinabés. Cela est dû à l'action du projet valorisation des résultats de la recherche scientifique qui arrive malheureusement à son terme. De nombreuses activités menées, la communication a occupé une bonne place. Depuis ce projet, la presse est plus sensibilisée à la question de la valorisation et la presse contribue régulièrement à la valorisation des résultats de recherche. Ce que nous demandons à la presse, c'est de créer des plages régulières et de valorisation. Ce projet dénommé Valori est financé principalement par le Centre de recherche pour le développement international. En visite à Ouagadougou, son directeur régional pour l'Afrique subsaharienne a pu apprécier tout ce qu'apporte ce projet. C'est tellement intéressant, tellement important pour le Burkina. La valorisation de la grande quantité de recherche qui a été faite ici. Et je vois beaucoup de progrès, je vois les idées intéressantes, je vois les questions importantes de comment socialiser ces résultats. C'est ce processus de dialogue entre les chercheurs, entre la société nationale, entre le gouvernement, entre le secteur privé, c'est tellement important. Nous sommes en train de discuter avec les responsables, avec le ministre de la Recherche et de l'Innovation, avec le CNRST, pour voir comment prolonger ce projet, pour consolider ce qui a été fait, et puis aussi pour partager entre les acteurs au Burkina et avec les acteurs de la sous-région. Il y aura donc très probablement une prolongation, peut-être d'une année. Une prorogation du délai qui permettra certainement de renforcer les acquis du projet Valori. Il s'agit de contribuer ainsi au développement économique, social et culturel du Burkina Faso par l'utilisation intensive des résultats de la recherche. Le comité de pilotage de la campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsetse et de la trypanosomiase évalue les activités menées au cours de l'année écoulée. Plus de 80% des activités ont été réalisées qui permettent de rassurer quant à l'exécution du programme. Karim Sissé. Salle de cours de l'école de lutte anti-CC de Bobo Dioulasso. À l'intérieur de cette salle, les membres du comité de pilotage de la PATEC, la campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsetse et de la trypanosomiase.
Un comité réuni pour faire le point des différentes activités réalisées au cours de l'année 2012. De ce bilan, il ressort que le taux d'exécution physique des activités est estimé à 87%. Principalement pour l'année 2012, les activités ont concerné pour le maintien de nos dispositifs sur le terrain, puisqu'on a eu des taux de réduction assez forts. C'est de maintenir ces taux pour qu'il n'y ait pas une remontée. Cela consistait à des poses des écrans, à des fumigations par des insecticides, mais aussi à des traitements des animaux pour réduire. L'autre aspect, c'est la continuation des travaux de construction de l'insectarium. Il y a une continuation aussi du côté des zones pastorales, notamment de Barani et de Samorogouan, pour la délimitation de ces zones avec des balises. C'est en cours pour Samorogouan, mais c'est pratiquement fini pour Barani. Vu ce taux d'exécution, 2012 a donc permis de renforcer les acquis des années précédentes dans la lutte contre les mouches CC. De quoi réconforter la présidente du comité de pilotage de la PATEC. Avec un taux d'exécution à 87%, on peut dire que le programme d'activité a été exécuté de façon satisfaisante. C'est vrai qu'il y a des composantes où nous avons dû reporter certaines activités, notamment en termes de renforcement des capacités, et qui étaient liées à l'installation des équipements de l'insectarium que nous avons visité ce matin. Il fallait que les équipements soient sur place pour que les agents soient formés. Et comme les équipements ont accusé un petit retard, on a dû reporter ces activités. Sinon, de façon générale, à 87%, je pense que c'est un taux, en tout cas, très satisfaisant pour ce projet-là. Et avec un taux de décaissement également de l'ordre de 86%, je pense qu'on peut être satisfait de ce qui a été fait au cours de cette année. Le projet a entamé sa dernière année d'exécution. 2013 se présente donc comme une année de défis. Et le défi est de mener à bout toutes les activités prévues dès le démarrage de la PATEC. Notons qu'avant cette rencontre, les membres du comité de pilotage avaient effectué une visite sur le site de l'insectarium de la PATEC pour constater de visu l'avancée des travaux. L'Organisation ouest-africaine de la santé veut mettre un accent cette année sur la lutte contre le VIH-Sida. Elle a à cet effet organisé une rencontre pour faire le point des actions menées dans ce sens et discuter de nouvelles perspectives. Rokia Sanou. Pour sa 5e rentrée professionnelle, l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS se penche sur la problématique de l'accès aux antirétroviraux ARV. Selon des rapports fournis par les pays membres en 2011, seulement 35% des personnes vivant avec le VIH avaient effectivement accès à ces médicaments. Pour améliorer la situation, les acteurs du domaine proposent une stratégie commune basée sur la promotion d'une production locale des ARV. Nous avons les moyens de le faire. Il faut que nous puissions croire dans nos possibilités et il faut que nos pays puissent donner à nos producteurs les moyens pour le faire. Parce que la dépendance que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de l'extérieur n'est pas acceptable et ne nous permet pas d'atteindre les objectifs que nous visons. Une meilleure couverture des patients et une baisse du coût des ARV, c'est ce à quoi aboutirait une production locale réussie. Cela nécessite un appui technique et financier aux entreprises de production. En train d'accompagner un certain groupe d'industries pharmaceutiques en nombre de 6 et en train de s'aider présentement à acquérir les moyens financiers pour améliorer leur qualité, les plateaux techniques pour l'obtention de la préqualification d'OMS qui va leur permettre de trouver un marché pour l'utilisation de leurs médicaments. Avec la réduction des fonds alloués à la lutte contre le VIH-Sida, la production locale se présente comme la seule alternative, ont conclu les participants à la rencontre. Une rencontre qui a permis un partage d'expériences entre les acteurs du Cap-Vert, du Ghana, du Sénégal et du Burkina Faso grâce à la visioconférence. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre tient depuis ce matin son premier conseil d'administration du département au titre de l'année en cours. La mise en œuvre de la politique nationale genre figure en bonne place des travaux de ce conseil. Estelle Judith Assogba.
À 2 semaines du début de l'année 2013, le compte à rebours a commencé au ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. Le département de Nestorine Sangaré Compaoré veut aller vite et bien. À son premier CACEM de l'année, il est question de dresser le bilan de mise en œuvre des activités de 2012 et d'examiner le projet de la programmation des activités de 2013. Selon la première responsable du département en question, l'année écoulée a engagé beaucoup d'acquis qu'il faut renforcer pendant cette année et s'armer pour relever les grands défis qui se présentent à l'horizon. Pour 2013, c'est vraiment passer aux actions sur le terrain. Parce que là, on a travaillé à renforcer les capacités des acteurs. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Et aller sur le terrain, c'est d'abord savoir dans quel secteur prioritaire mettre l'accent. Nous allons mettre l'accent sur le renforcement des capacités économiques des femmes, et nous appelons ça l'autonomisation économique des femmes, en élaborant un programme intégré qui va porter sur la formation professionnelle, l'appui, la formation en entrepreneuriat, l'accès au crédit et également l'appui en technologie pour les femmes, aussi bien au niveau rural qu'au niveau urbain. L'autre défi, bien sûr, c'est de suivre de manière globale la mise en œuvre des plans d'action qui ont été élaborés dans les ministères et institutions. À ce CACEM, les membres vont s'appesantir sur l'état d'exécution du budget 2012 et la présentation du budget 2013 du 10 ministères. Ils vont aussi réfléchir sur l'état d'exécution du plan de passation des marchés et sur l'état de fonctionnement des services du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. À l'ouverture des travaux, Nestorine Sangaré Compaoré a surtout invité ses membres à apporter des critiques et suggestions pertinentes pour un renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre de la politique nationale genre. Et puis la mairie de Pau dans la province du Naouri, désormais dirigée par l'ADF RDA, à l'issue d'un vote sous haute sécurité, Maître Bouba Yadjibou a remporté l'élection par 35 voix contre 31 pour le maire sortant Henri Koubizara de l'Alliance nationale pour la démocratie. Nyarkiteda. À la maison des jeunes et à la mairie de Pau, un important cordon sécuritaire est déployé pour sécuriser l'élection du maire ainsi que du bureau du conseil municipal. Les 67 conseillers élus ont départagé le maire sortant Henri Koubizara du parti AND-PJS et son challenger, Maître Boubacar Yagibou de l'ADF-RDA. Après plus de 8 heures de vote, le verdict tombe enfin. C'est Maître Boubacar Yagibou qui présidera désormais aux destinées de la commune de Pau. Il recueille 35 voix contre 31 pour le maire sortant. Notre ambition, c'est véritablement opérer un changement dans la gouvernance de la commune. Nous n'allons pas avoir la prétention de réinventer la roue. Il y a déjà des sillons tracés. Nous allons suivre ces sillons. Et nous pensons aussi que nous ferons de l'innovation et nous battrons pour, en tout cas, nous donnons le maximum de nous-mêmes pour que, au soir de notre mandat, nous ayons quelque chose à présenter comme étant le bilan de ce que nous avons pu faire. Dans le cas adverse, c'est la déception. Mais l'on reste tout de même fair play. On n'est pas heureux de perdre, mais je crois que ici, ce qu'il y a, moi je veux souhaiter, en tout cas, féliciter mon adversaire pour sa brillante victoire et souhaiter qu'il prenne à cœur le développement de la commune de Pau au bénéfice de tous les fils, sans exclusivité. Pour mener à bien cette mission, il pourra compter sur 2 adjoints. Akowe Zanganio du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est le premier adjoint. Le fauteuil de 2e adjoint au maire revient à Atiga Pouamouriba de l'ADF-RDA. Le maire et ses adjoints seront appuyés dans leurs tâches par 4 présidents de commissions spécialisées et 2 conseillers régionaux également élus. La délégation du FESPACO vient d'achever la tournée européenne entreprise dans le cadre de la tenue de la prochaine édition. Elle s'est rendue à Paris et à Bruxelles pour donner des informations relatives à l'organisation et au déroulement de la manifestation. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Salinana. À Paris comme à Bruxelles, l'opération du charme du FESPACO a tenu toutes ses promesses. À travers cette tournée européenne à l'Hexagone et dans la capitale belge, et au-delà de l'annonce des grandes lignes de l'édition 2013 du festival, le FESPACO remplit ainsi une mission de décentralisation du cinéma. C'est une expérience partagée, un espace de rencontre, une vitrine,
Un rendez-vous entre toutes les personnes engagées autour du 7e art. Ouagadougou s'apprête donc à accueillir la plus grande manifestation du cinéma africain. Au-delà de l'annonce des grandes lignes de la 23e édition du FESPACO, cette tournée européenne à l'Hexagone et dans la capitale belge s'inscrit aussi dans la volonté des organisateurs de célébrer le panafricanisme voulu par les fondateurs de la manifestation. Les organisateurs du FESPACO attendent que les décideurs des différents pays, les ministres qui vont notamment venir à cette rencontre, puissent définir des politiques dans le sens du cinéma. Je voudrais juste rappeler qu'en 1969, lorsque nous avons fait les journées cinématographiques au Burkina Faso, nous n'avions aucun film, nous n'avions aucun réalisateur confirmé. Et c'est seulement en 1972 que le Burkina Faso a eu son premier long métrage avec Jim Kola Mamadou. La crise au Mali voisin s'est invitée à la table des échanges au cours des 2 conférences à Bruxelles et à Paris. Plusieurs participants n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes quant à la sécurité pendant le festival et le délégué général de les rassurer sur les mesures sécuritaires prises pour garantir le succès de la manifestation. Pour les questions de sécurité qui se posent, je crois que l'Afrique, de manière générale, et beaucoup de parties dans le monde, vivent des questions de sécurité. Mais en ce qui concerne le Burkina, des mesures seront prises pour que effectivement la 23e édition de FESPACO se tienne dans les conditions les meilleures. Au terme du séjour européen, c'est un bilan satisfaisant pour la délégation du FESPACO. Non seulement il y avait les professionnels, il y avait les journalistes, les hommes de presse, mais il y avait également le grand public. Et la qualité des débats, des échanges, autant de choses qui peuvent me permettre de dire vraiment que ça a été vraiment un succès, cette campagne-là. Le message que nous avons voulu transmettre à travers cette campagne de communication est très suivi. Parce que le FESPACO est d'abord un événement, mais avant d'être un événement cinématographique, il faut que la communication puisse renforcer cet esprit. Dans moins de 40 jours, donc, le FESPACO 2013 sera sous les feux des projecteurs. Une belle fête en perspective qui réunirait une semaine durant la crème des professionnels du 7e art d'ici et d'ailleurs pour célébrer l'Afrique dans toute sa diversité. Et pour la 11e année consécutive, la ville de Gorom-Gorom abrite le festival du chameau, de la musique et des arts du Sahel. Une édition qui se tient sous le signe de la lutte contre le VIH-Sida, la promotion de la paix et du développement. Le promoteur situe les enjeux de cette édition. Des choses telles que par exemple la lutte contre le VIH-Sida. Vous avez certainement aperçu des chameaux qui portent comme collier des condoms. Et également, c'est le thème paix et développement, contribution de la société civile. Je pense qu'également c'est une particularité dans la mesure où nous avons aujourd'hui besoin de paix pour promouvoir le développement, mais aussi de paix parce que vous savez que la sous-région est un peu secouée par des troubles, notamment dans la partie du nord Mali. Donc, comme nous sommes dans une zone frontalière, ce serait souhaitable que en fait, les populations également du Sahel prennent conscience du danger et qu'elles collaborent donc avec les autorités. Les Italiens, malgré les injonctions de leur ambassade, ils ont tenu à être présents et cela à cause du festival. Je pense qu'on peut dire aussi que le Sahel est fréquentable et l'Oudalan en particulier. Des manifestations culturelles pour commémorer la disparition de l'artiste musicien Georges Ouédraogo. La révélation a été faite à la faveur d'une conférence de presse organisée par des acteurs de la culture et le compte-rendu est de Frédéric Etienne Bassenga. Le 2 février prochain, ça fera un an, jour pour jour, que le Kandaogo national Georges Ouédraogo a tiré sa révérence. Un premier anniversaire que le monde culturel burkinabé veut commémorer à la hauteur de l'immense héritage que cette emblématique figure de la musique burkinabé a laissé. Un an après la disparition de cet enfant prodige de la musique burkinabé, je dirais de la nation, que l'on se souvienne de lui afin que son exemple soit suivi et que l'on revienne effectivement sur son parcours
mais également sur ses discours à travers donc ses nombreuses œuvres, parce que vous savez qu'il avait une thématique sociale assez quand même marquante, qui conseillait, qui fédérait, c'est vrai qu'il dénonçait tout le monde et personne, et on ne peut pas donc oublier cette figure emblématique de notre musique moderne. Au menu donc de cette commémoration, des émissions télé et radio telles ça se passe à la télé et cocktail de la télévision du Burkina et la dédicace d'un coffret collector qui regroupe les titres phares de l'artiste le 28 janvier. Le clou de cette commémoration sera une soirée gala le 2 février qui verra en plus de la participation des artistes burkinabés, celle des artistes étrangers tels Aïcha Koné et Daouda Koné. Une cérémonie traditionnelle sera également organisée à Gogo, village de la commune rurale de Komsilga, où repose Georges Draogo. Et puis en sport, des nouvelles des étalons qui ont officiellement rejoint leur hôtel. Les réactions seraient mitigées quant à la qualité de l'hébergement réservé par les organisateurs à notre équipe nationale. Le point avec nos envoyés spéciaux Arsène Kafando et Lassina Sawadou. Les étalons sont arrivés dans leur hôtel, celui affrété par la Confédération africaine de football à 11h heure locale. Après une bonne semaine passée loin des bruits de la ville à Iguayama Lodge, ici, point de terrain sur le site, encore moins de salles de musculation. Les responsables, eux, s'attellent à ce que tout soit correct et les joueurs ne manquent de rien pour la préparation. Des insuffisances qui n'entachent en rien le moral de ceux-ci. On vient d'arriver. Honnêtement, c'est bien, le cadre est très propre. C'est vrai que de l'autre côté, on était plus concentré parce que le stade était juste à côté, tout était à côté. Mais ici, voilà, comme on dit, on va essayer de faire avec. On sait pourquoi on est là aussi. Bon, en tout cas, on est bien accueillis, les installations, c'est super. Et bon, il reste maintenant voilà, à se préparer, se concentrer dans les têtes pour pouvoir voilà, affronter notre premier match contre le Nigeria. Puis ton voisin, il n'est pas encore là, c'est Putra pas ton voisin, est-ce que tu as de ses nouvelles? Oui, bien sûr, je l'ai eu même hier au téléphone là, et il est parti pour un match de demi-finale. Voilà, il joue ce soir et je pense qu'après le match, à partir du 18, il sera là. À Nguyen, on dort sur le terrain, on a tout dans votre position, on ne doit pas se déplacer. Au niveau de salle de musculation, au niveau de médical et tout ça. Maintenant, on doit se déplacer pour faire des entraînements, pour faire les musculations, tout ça. C'est un petit peu dommage, mais on n'a pas le choix. Désormais, il faudra prendre de nouvelles habitudes et se mettre très vite dans l'ambiance de la compétition qui avance à grands pas. Depuis ce matin, les étalons ont pris leur quartier dans ce complexe hôtelier affrété par la Confédération africaine de football. Rien à voir avec Iguayama Lodge, le site de préparation de la première phase des étalons. Ici, les avis sont partagés sur l'opportunité de ce site, mais il faut faire avec, nous ont-ils dit, car l'essentiel, c'est de réussir la Coupe d'Afrique des Nations, la raison de leur présence ici en Afrique du Sud. Réaction aussi du vice-président de la Fédération burkinabé de football qui a passé quelques jours aux côtés des joueurs. Il s'exprime au micro de Arsène Kafando et Lassina Sawadou. Où on s'est vraiment bien installé. Vous avez vu sur place là-bas les installations qui nous étaient offertes. Ça a permis en tout cas à l'encadrement technique de travailler de façon sereine. Parce qu'ils n'avaient pas à se déplacer, tout était sur place. En tout cas, les garçons se sont donnés à cœur joie. Ils ont travaillé à telle enseigne que souvent même ils refusaient même d'arrêter les entraînements. Ils en avaient envie. En tout cas, l'état d'esprit est bon et je pense qu'on va continuer ainsi. Vous avez suivi aussi avec nous les différents matchs amicaux. Je pense que petit à petit, l'équipe monte en puissance. Et en tout cas, c'est ce que nous avons ressenti des entretiens que nous avons eus avec le coach pour le suivi. Bon, aujourd'hui, on a fini. On aurait aimé, en tout cas, avoir encore du temps à Iwanguema pour les permettre de peaufiner davantage leur stratégie d'entraînement.
mais le Nigeria doit arriver sur ces installations demain. Donc on était obligé de quitter pour venir dans l'hôtel que la CAF nous a attribué. On est un peu sur notre faim, nous l'avons signifié déjà aux gens de la CAF parce qu'il semble qu'il y a eu un tirage au sort, nous n'étions pas au courant. En tout cas, personne ne nous a dit comment est-ce que le choix des sites s'est fait. En tout cas, nous nous sommes plaints officiellement au niveau de la CAF. Je crois qu'ils ont pris cela en compte. Ici, on n'a pas tout parce que déjà ici, vous voyez, les terrains ne sont pas intégrés. Il faut se mais le terrain n'est pas loin. Je crois qu'il faut vraiment avoir le moral pour travailler. Il ne faut pas tenir compte de ces petits détails-là. On a un objectif, il faut qu'on se concentre là-dessus pour vraiment franchir ce premier tour. Et puis, cette information qui nous parvient du service des sports, les étalons du Burkina ont battu ce soir même le Zilang du Swaziland par le score de 3-0. Les buts sont signés Aristide Bansé, Abdoul Razak Traoré et Pierre Koulibaly. Ce match amical entre dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013. Nous y reviendrons en image avec nos envoyés spéciaux Arsène Kafando et Lassina Savargo. Autre sujet à polémique, l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. L'artiste musicien camerounais West Madiko et un groupe musical américain se disputent la paternité de la chanson. West a jugé bon saisir des avocats. Il y a 16 ans, West Madiko sortait Alan. Ce tube de l'été devient disque de diamant, plus de 10 millions d'exemplaires vendus. L'artiste camerounais revient avec Sela Sela avec la chanteuse américaine Zara. Cela signifie danser ensemble, c'est l'hymne officiel de la CAN 2013. Un titre qu'il a écrit en 2010 au départ pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais on lui préférera le Waka Waka de Shakira. Quand j'ai composé la mélodie chez Pascal Pommier, c'est là, je l'ai fait spontanément autour de la rencontre, aussi parce que était prévu que Zara puisse faire quelque chose. Donc j'ai donné une ouverture dans le titre pour que, en collaborant avec une artiste américaine, ça puisse faire un mélange de cultures. C'est un groupe de médias américains qui a produit le titre. La collaboration avec l'artiste camerounais a malheureusement tourné vinaigre. L'aventure musicale est devenue une mésaventure juridique. Les Américains ont déposé la chanson à l'ASCAP, l'équivalent de la SACEM en France, dépossédant West Madiko de ses droits. Ils ont pris le titre, comme on les avait envoyé tous les sons, et bien ils sont partis comme des escrocs, ils sont partis mettre ça à l'ASCAP, que le titre les appartenait. C'est un peu honteux d'en arriver là, alors qu'on a toutes les preuves de la paternité et du titre en France qu'il a été créé par moi. Et puis ils ont fait des choses pas très sympas parce qu'ils ont pris mon nom pour aller faire des téléchargements sur les produits d'Orange avec mon titre, sans mes autorisations, sans les droits de cession, sans aucun droit. West Madiko est amer, mais il ira quand même en Afrique du Sud pour l'ouverture de la CAN 2013. L'affaire est maintenant aux mains des avocats. West espère récupérer ses droits et sortir son prochain album en toute sérénité. Des nouvelles de la situation au Mali dont le président a salué le soutien de la France pour lutter contre les islamistes lourdement armés. Dioncounda Traoré s'est rendu à l'aéroport pour féliciter et encourager les troupes françaises. Le geste est symbolique, mais le président malien par intérim y tenait. Dioncounda Traoré voulait saluer en personne les militaires français stationnés sur l'aéroport de Bamako. Paris a déjà envoyé 1400 hommes sur le sol malien dans des opérations contre les islamistes armés du Nord. Remerciements chaleureux du chef de l'État malien qui souligne l'importance de leur engagement. Ce combat que nous allons mener ensemble, nous allons le gagner. Nous allons le gagner parce que c'est un combat juste, parce que nous n'avons pas le droit de le perdre. Les renforts en hommes et en armes dépêchés par Paris rassurent les autorités maliennes. Un soutien décisif contre des djihadistes lourdement armés. Au vu de tous les équipements qui sont présents et qui sont appelés à augmenter chaque jour, je pense que l'espoir est permis. Autour du président malien, l'état-major des forces ouest-africaines.
Le général Bakayoko coordonne les 3300 soldats qui doivent arriver de toute la sous-région. Nous sommes tous habitués, on est préparés pour, on sait le faire. Les Nigériens sont habitués, le Niger est habitué, le Tchad est habitué, le Nigeria est habitué, même la Côte d'Ivoire est habituée. C'est une question d'opération, une question de formation, c'est tout. La formation des troupes africaines, l'Europe doit y contribuer d'urgence, a martelé Alassane Ouattara en Allemagne. En tant que président en exercice de la CEDEAO, il appelle toute l'Union européenne à aider le Mali. Je souhaite que cette action soit soutenue par tous les Européens, car nous, Africains, nous soutenons cette action contre le terrorisme, l'interruption de la descente des terroristes vers le sud du Mali. Message entendu, à Bruxelles, réunion ministérielle exceptionnelle ce jeudi. Les Européens ont validé une mission pour former et réorganiser l'armée malienne. Des instructeurs partiront à Bamako mi-février. Et le Sénégal, qui s'est engagé à envoyer des troupes au Mali, met en garde contre la menace islamiste en Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais s'est exprimé devant une foule nombreuse depuis le Grand Théâtre de Dakar. Un appel à la mobilisation. Macky Sall a profité d'une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar pour s'adresser aux Sénégalais. Un discours solennel alors que le pays va engager des troupes dans le combat contre les islamistes. Nous devons rester vigilants à travers nos villes et nos villages, car des infiltrations existent au nom de l'islam. Vous verrez des prêcheurs venus d'ailleurs. Il faudra les dénoncer et en informer les autorités administratives pour que les mesures de coercion soient prises immédiatement. Le président sénégalais a insisté pour que l'islam ne soit pas confisqué par quelques extrémistes. Plusieurs imams ont déjà pris position contre les islamistes. Ce qui se passe au Mali, nous ne le souhaitons pas aux Maliens. Également parce que nous craignons que cela se répande au Sénégal. Nous le regrettons vraiment. La crise malienne est dans toutes les conversations. Les Sénégalais, comme les autres voisins du Mali, savent qu'ils seront d'une manière ou d'une autre impliqués et qu'une attaque est toujours possible, comme en Algérie. Pour Alioune Tine, il est grand temps que la sous-région se mobilise pour assurer la sécurité de tous. Tous les services d'information de la CEDEAO doivent effectivement partager leurs informations, mettre une stratégie globale quand même pour la sécurité des États, la sécurité des frontières. Et de ce point de vue aussi, ils ont besoin d'avoir quand même le soutien de la communauté internationale. Peu à peu, les islamistes entraînent l'Afrique de l'Ouest dans un conflit que tous auraient préféré éviter. Un conflit inéluctable pour enrayer l'avancée des extrémistes sur le continent. Les islamistes qui ont enlevé les otages en Algérie tentaient de les transférer vers un endroit plus sûr. Ils ont été pris pour cible par un hélicoptère de l'armée algérienne. Une forteresse en plein désert, bombardée par l'armée algérienne. En fin de matinée, les militaires ont donné l'assaut sur ce site gazier où une centaine de personnes, dont 40 ressortissants étrangers, étaient retenus en otage depuis hier. Les hélicoptères ont ouvert le feu au moment où les ravisseurs tentaient de transférer leurs otages vers un lieu plus sûr. Un carnage. 34 otages auraient été tués et 15 ravisseurs. Les informations sont confuses sur la nationalité des otages. Il y aurait des Américains, des Britanniques, des Japonais. Paris confirme aussi la présence de ressortissants français. J'ai à l'esprit la vie de nos ressortissants. Il y en avait, il y en a sur cette base, sur ce site. À partir de là, je ne dis rien qui puisse éventuellement les mettre en danger. Alger n'a pas négocié avec les ravisseurs. Ils se présentent comme les signataires du sang. Le nom de l'unité combattante de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, ici surnommé le Borgne. Le groupe armé islamiste réclamait l'arrêt de l'intervention française au Mali et la libération d'une centaine de terroristes détenus en Algérie.
Et puis ce fait de société pour refermer cette édition. Aux États-Unis, plutôt que d'abandonner son maître dans l'eau glacée, un chien est resté à son chevet près de 30 minutes avant que les secours ne fassent leur apparition. Son propriétaire s'était retrouvé prisonnier de la glace après qu'une partie du fleuve gelé du Colorado s'est écroulée sous son poids. La scène a été vue par un témoin qui a immédiatement appelé les secours. L'animal, quant à lui, est resté au contraire au chevet de son propriétaire alors qu'il aurait facilement pu s'enfuir et l'abandonner à son sort. Pendant près de 30 minutes, l'animal n'a pas cessé de tourner autour de son maître en cherchant un moyen de l'aider à sortir de l'eau. Malgré les mises en garde de son maître l'appelant à quitter la zone dangereuse, l'animal n'a rien voulu entendre et a préféré soutenir son compagnon de la vie dans cette terrible épreuve. Encore une fois, l'animal donne un exemple du moins édifiant de la fidélité des animaux et plus particulièrement des chiens. Comme quoi, les actes et non les paroles font la loyauté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.